Chers amis, bonjour. Je reviens cet après-midi vous parler de cette histoire de photo qui a été divulguée partout dans le monde et qui l'a été moins le premier jour en France. Alors j'ai expliqué dans une autre vidéo que j'étais d'une certaine façon un peu responsable de ça et je revendique. Mais je pense qu'il est souhaitable que je m'explique sur cette position. En fait, je me méfie toujours du sensationnel, de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, on manipule énormément les gens par la photo. Alors je ne veux pas dire, bien évidemment, que cette photo était une manipulation, c'est pas du tout ça. Mais je veux dire par là que il est nécessaire de faire attention, de se méfier, de ne pas se faire emporter par ses émotions. C'est ça en fait qui importe. Aujourd'hui, par exemple, vous avez énormément de gens qui vont être profondément choqués par la photo, et puis dans 2 jours, ils en parleront plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je suis très interpellée parce que j'ai vu sur mon mur ce matin, à juste titre d'ailleurs, parce que moi je suis pour que le conflit israélo-palestinien évolue vers un seul État qui regrouperait Israël et Palestine. Ou au sein de ce pays, évidemment, qui porterait un autre nom, évidemment, la liberté de culte soit respectée, etc., quoi. Mais que la population palestinienne ne soit plus du tout stigmatisée telle qu'elle est et colonisée par l'État d'Israël. Et alors, il y avait une vidéo, justement, qui avait été tournée en 1913, et qui montrait comment Israël empêchait des enfants de Gaza, enfin je ne sais plus quelle zone c'était exactement, donc une zone qui est colonisée, je suppose, et ils empêchent les enfants de Palestine d'aller à l'école. Donc les gamins sont obligés de monter à des échelles, passer par les toits, descendre dans des escaliers, etc., pour pouvoir accéder à la zone où se trouve leur école. Voilà. Alors, moi, ma question est la suivante. Quelle différence y a-t-il entre un enfant syrien échoué sur une plage et un enfant palestinien qui est massacré et qui est mort à cause d'Israël? Depuis des années, il y a des enfants qui meurent en Palestine et on parle, comment dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont offusqués par ce petit garçon de 3 ans qui est mort sur la plage, chose que je peux parfaitement comprendre, bien évidemment, et que je suis parfaitement d'accord, c'est profondément choquant. Mais est-ce que c'est plus ou moins choquant qu'un enfant qui se fait tuer par une balle n'importe où ailleurs dans le monde? Et pourtant, vous avez énormément de gens qui vont réagir à cette photo-là, alors que d'habitude, pour un enfant ailleurs, dans un autre contexte, bah, ils vont pas bouger, ils vont pas se sentir concernés, ni quoi que ce soit. C'est là que se trouve mon raisonnement. Ce que je veux dire, en fait, la raison pour laquelle je trouve que ce genre de choses n'est pas souhaitable, c'est que, étant donné qu'on est complètement inondé d'informations tout le temps, sous toutes les formes, hein, que ce soit du positif ou du négatif, le fait d'être inondé en permanence d'images fait que chacune d'elles, en fait, perd son pouvoir informatif, simplement. Au-delà du quotient émotionnel, je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille comme moi sur Internet du matin au soir, par exemple, on a tellement l'habitude de voir des gens massacrés, des vidéos terrifiantes de tout un tas de trucs qui se passent partout sur la planète, qu'on a, enfin, j'ai la prétention d'être au-dessus de ça, excusez-moi, tout simplement parce que j'en suis consciente. Donc évidemment, du coup, j'y fais plus attention, mais j'y pense par contre, j'y pense énormément. Et ce que je veux dire, c'est que à force d'être inondé d'images, d'être envahi d'images, on finit par ne plus faire attention aux images. C'est là le problème. Moi, j'ai été notamment coachée sur ce problème il y a des années de ça. On me mettait sous le nez carrément des trucs, un petit gamin avec le pied d'un soldat dessus qui est en train de l'écraser, quoi. Ce genre de choses. Uniquement pour voir comment je réagirais, quoi. Et j'ai resté froide comme un glaçon, évidemment. Bon, c'était probablement un photomontage, je pense, mais c'était uniquement histoire de voir comment je réagissais. Je pense qu'il est souhaitable de faire attention, de se méfier de ses émotions. Voilà.
C'est là que réside le problème. Alors je vous recommande notamment d'aller réécouter sur France Inter l'instant M qui a lieu chaque matin, parce que justement ils ont parlé de cette photo particulièrement, et de la façon dont cette photo avait été diffusée ou pas, floutée ou pas, selon les pays, etc. Et donc c'était assez intéressant. Alors il paraît qu'il y a beaucoup de photomontages qui ont été faits sur Internet. Alors évidemment, il a été dit que c'était quand même dommage qu'aujourd'hui cette photo va se retrouver, comment dire, il y a beaucoup de gens, d'internautes qui se l'accaparent pour faire des montages, la détourner, etc., etc. Moi, je considère que de détourner une photo pour une bonne cause, ça n'est pas un problème. Au contraire, c'est même salutaire. Si aujourd'hui quelqu'un qui est au chômage mais qui se débrouille très bien avec Photoshop ou quoi que ce soit est capable de faire un panneau où il va récupérer les éléments de cette photo pour en faire quelque chose qui va appuyer encore plus sur ce scandale absolu qu'est les migrants et sur le fait qu'il est nécessaire de les accueillir, pourquoi pas? Au contraire. Moi j'ai entendu les paroles du papa qui a perdu sa femme et ses 2 enfants, ils ont été enterrés ce matin là, et il a dit au moins que leur mort puisse servir à quelque chose, et que la communauté internationale au moins ait un soubresaut. Et je comprends dans quel état d'esprit ce pauvre monsieur doit se trouver, c'est le drame à l'état pur, quoi. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à un homme que de perdre sa femme et ses enfants? Franchement, je veux dire, mais en quoi est-ce que pour un Syrien, le fait de perdre sa femme et ses enfants serait moins grave ou anecdotique par rapport à un Américain qui perd sa femme et ses enfants, par rapport à un Français qui perd sa femme et ses enfants, à un Anglais qui perd sa femme et ses enfants, à un Espagnol, à un Italien, à un Grec? Voilà, c'est ça le problème. C'est que quel que soit l'endroit où l'on se trouve aujourd'hui sur la planète, c'est toujours le drame à l'état pur pour un homme que de perdre sa femme et ses enfants. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet une chanson de Bertrand Belin, justement, qui s'appelle Hyper Nuit. Bon, c'est pas un migrant, c'est un autre contexte, mais c'est un contexte de guerre aussi, où justement sa chanson raconte justement, c'est moi qui ai inspiré la chanson en fait. Sa chanson raconte comment dire, ce qui se passe dans la tête d'un homme qui revient dans sa maison et il s'aperçoit que tout le monde est mort, quoi. La maison a été incendiée et tout le monde est mort. Donc en fait, ça a été inspiré notamment du film avec Jean Noiret qui s'appelait Le Vieux Fusil, qui raconte justement l'histoire d'une vengeance, parce qu'il lui arrive la même chose dans le Vieux Fusil, avec Romy Schneider. Et donc il y a comment dire, la description de la souffrance la plus absolue, quand on voit sa famille entièrement détruite, qui est l'obscurité la plus totale, et l'incapacité absolue de discerner la moindre couleur, la moindre joie, le moindre plaisir. C'est les ténèbres, quoi, les abysses, quoi. J'appelle ça les abysses, moi. J'ai une citation sur mon portail du forum, d'ailleurs, qui est bien, dont je suis très fière. Qui est, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je pense qu'il va falloir que ça décante un petit peu. Et moi, je suis en train de réfléchir à... Puisque je reprends mes pinceaux, j'essaie de trouver des idées pour travailler sur les sujets brûlants en ce moment. Je sais pas du tout ce que ça va donner encore. J'ai pas fini ce que j'ai commencé. Enfin, je suis sur quelque chose qui n'est pas encore terminé, là, donc... Enfin, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Si, j'ai encore quelque chose à dire. J'ai entendu qu'au sein du parti Les Républicains, il y avait deux camps. Il y a des gens qui raisonnent intelligemment et qui disent eh bien il faut assumer, il faut les accueillir, et puis il faut continuer à faire la guerre là-bas, et il faut envoyer des hommes sur place, et je pense qu'ils ont raison. Et puis il y a des républicains qui sont en train de faire du gringue au Front National, en fait. Faut appeler les choses par leur nom. J'entendais ce matin sur France Inter que Nicolas Sarkozy devait avoir du mal à dormir ces temps-ci. Parce que mine de rien, depuis une vingtaine d'années, il y a quand même beaucoup de politiques qui ont bien déconné et qui ont concouru très largement à ce que la situation s'envenime sur place. Vraiment. Et notamment aux États-Unis, George Bush a fait effectivement un mal considérable, parce qu'en choisissant de diaboliser l'islam tel qu'il l'a fait à l'excès, parce que c'est une diabolisation qui a été complètement fabriquée en fait, que les catholiques, au niveau mondial, que les catholiques ont toujours eu la prétention d'avoir une sorte de
de prétention d'être dans le juste et l'islam dégage, c'est quelque chose malheureusement qui fait partie de l'histoire du catholicisme et c'est bien grave, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Mais les catholiques d'aujourd'hui ne sont absolument pas responsables des positions des papes qui agissaient à l'époque. Et ça, c'est quand même important d'en avoir conscience, hein. Parce que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est bien proche des migrants et qui tire la sonnette d'alarme, c'est bien le pape François. Donc ce serait bien que les chrétiens d'aujourd'hui en tiennent compte. Parce qu'il y a quand même quelque chose, j'entendais ce matin, il y a eu un sondage qui est sorti, un sondage qui semble valable. Je dis bien qui semble, hein, parce qu'évidemment, tel que la question a été posée, est-ce que vous pensez que la France doit assumer en partie les migrants qui arrivent sur son sol? Il semblerait qu'il y ait eu 56% des gens qui aient répondu non. Alors je reconnais que je suis interloquée, hein. Je veux dire, tel que le chiffre a été donné, puis c'était France Inter, ils ont bien donné la question et tout ça pour que je comprenne bien le message, donc j'ai bien compris le message. Maintenant, je sais pas comment interpréter ça. Moi, je sais que les migrants qui veulent arriver en Europe aujourd'hui, ce sont des gens qui sont désespérés. Quand on est désespéré, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui est désespéré de chercher à ne pas mourir. Parce que c'est ça aujourd'hui. Les gens qui arrivent, les gens qui cherchent à migrer en Europe, ils viennent pas en Europe pour nous emmerder, ils viennent pas en Europe pour nous envahir, ni quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont désespérés. Quand on est désespéré, eh bien on est prêt à tout, et on est prêt à n'importe quoi pour ne pas mourir. Ça pourrait être nous. Hein, ça pourrait être nous. En fait, ce qui se passe, c'est que je crois, moi, qu'il y a des gens qui ont peur, notamment dans les gens les plus âgés, paraît-il. À partir de 65 ans, il paraît que comment dire, c'est pas une forme d'islamophobie, hein. C'est plus une forme de migranophobie, je dirais. C'est pas axé uniquement sur l'islam, simplement c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie et puis ils aimeraient bien, ils aspirent à une retraite plus calme, etc. Et donc ça leur fait un peu peur, tout simplement. Mais je pense que c'est une peur véritable, c'est pas une forme de xénophobie, c'est une peur, et donc toute peur doit être expliquée pour être combattue. À chaque fois que quelqu'un a peur, ça veut dire que il est dans l'ignorance de beaucoup de choses, et à partir du moment où il se pose plein de questions et qu'on ne répond pas à ces questions, il est normal. Enfin, il est pas normal, mais il est compréhensible qu'il ait peur. Donc ça, c'est mon travail. Donc je dois travailler à l'écrit sur le sujet, et j'ai l'intention de le faire. Donc je vais répertorier les différentes questions que ces gens-là se posent, et des questions que je peux comprendre. Et puis, les journalistes travailleront dessus, et puis les politiques aussi. En fait, moi, ce que je constate, c'est que les migrants en question, ce sont à 90% des jeunes qui ont fait des études, souvent. Hein. Ce sont même, quand c'est des familles entières qui veulent arriver, ce sont des gens qui avaient une situation là-bas, hein, qui étaient des enseignants, qui étaient des médecins, qui avaient fait des études. Et à partir du moment où ils ont fait des études, en fait, d'une certaine façon, ils sont déjà relativement occidentalisés. Ils ont gardé une culture musulmane. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent l'islam, d'ailleurs, hein. Mais ils ont une origine souvent islamique, pas toujours. Et en fait, ce sont des gens qui intellectuellement sont parfaitement aptes à s'adapter à une vie en Europe. Tout simplement parce qu'avec les études qu'ils ont fait, souvent ils ont fait des études en France, ils sont retournés là-bas d'ailleurs, avec les études qu'ils ont fait, ils ont une ouverture d'esprit qui les rend parfaitement capables de s'adapter à la vie en Europe. Mais je vais vous raconter un truc. Hier, j'ai mangé à Flunch, parce que souvent, jeudi midi, je mange à Flunch à Barentan. C'est comme ça. Je mange pas, pour pas cher, voilà. Et puis, j'observais un truc intéressant. J'étais devant la télé, je regardais la télé. Et puis, il y a un monsieur âgé qui arrive, et puis un jeune homme noir qui arrive, ensemble, avec chacun leur plateau. Donc, ils sont vraiment arrivés au même moment. Donc, je suis pas sûre, mais il semblerait qu'ils bossent au même endroit. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, en fait. Il existait une hostilité entre deux qui était juste absolument hallucinante.
C'est-à-dire qu'en fait, mais le jeune noir qui était là, je le comprends très bien sa situation, hein, parce que visiblement, parce que il était noir, donc il n'était pas français, on n'a plus le droit de dire l'expression, mais je dirais de souche, hein, et en fait, le vieux, qui était quasiment pas en face de lui, mais décalé, et qui travaillait avec lui, lui était profondément hostile, quoi. C'est-à-dire que, du coup, l'autre, il était complètement sur sa réserve, quoi. Alors pour quelle raison un vieux monsieur qui a 2 doigts de la retraite, qui travaille, qui doit être compétent dans son travail, regarde-t-il ce jeune qui travaille avec lui avec autant d'hostilité? Oui, on peut partir du principe que le jeune noir est aussi un jeune con, ce qui est tout à fait possible aussi, effectivement. Ouais. Autant que l'autre peut être aussi un vieux con. Tout à fait. Hein. Mais je trouve ça vraiment incroyable, moi. Comment, quand on travaille quelque part, la couleur de peau, probablement la seule et unique raison pour laquelle ce monsieur lui était hostile, la couleur de peau à elle seule, peut-elle justifier un tel mutisme, un tel silence et une telle hostilité que moi je percevais, mais à 100%. Hein. J'étais à 2 mètres, hein, 2 mètres 50. Voilà. Comme 2 chiens de faïence. Alors tiens, je vais vous raconter quelque chose, parce qu'on faut toujours voir le bon côté des choses. On va revenir un petit peu sur le film Intouchable, parce que j'avais allumé le Front National par rapport à ça, parce que Marine Le Pen s'entendait super bien avec son père à l'époque, et puis donc il pouvait pas blairer le film Intouchable. Et alors, ce qui est intéressant dans ce film, en fait, résulte dans le fait que quand on est vieux, même si on est blanc, et qu'on s'emmerde et qu'on va mal, et qu'on a envie d'avoir de la conversation, qu'on prenne soin de soi. Je parle même pas de la toilette et tout ça, hein. Non, non. Simplement qu'on vous regarde en tant qu'être humain. Vous êtes très vieux et vous avez envie qu'on vous regarde en tant qu'être humain. Est-ce que vous pensez sincèrement que la personne qui va venir vous faire la conversation, si elle a la peau noire, qu'elle est traviole, qu'elle est bancale, qu'elle est... enfin, qu'elle n'est pas dans la norme, quoi, est-ce que vous allez y prêter attention? Non. La réponse est non. Alors j'ai des preuves, hein. J'ai des preuves. Hein. D'accord? Bon. Moi j'ai fait du bénévolat à la maison de retraite de Barentin. De Pavilly, pardon. Non, Pavilly. Et figurez-vous que j'ai été invitée à un petit concert il y a quelque temps, qui était donné par une chorale de gospel des catholiques de Rive-Gauche, je ne sais plus exactement, Saint-Étienne-du-Rouvray ou Sotteville, je ne sais pas exactement. Enfin, c'est des copains à Marcel, le curé de Pavilly. Donc Marcel était là, et puis donc c'est une chorale de gospel. Donc ils étaient habillés en vêtements africains, et ils chantaient du gospel. Et ils sont venus faire un petit concert à la maison de retraite de Pavilly. Et donc j'ai fait une vidéo, et donc évidemment ils attendent que je mette la vidéo. J'ai demandé l'autorisation pour le droit à l'image, enfin bref. Puis je l'avais pas encore posée. Et en fait ce matin, pendant que je me rasais ce matin, je me suis dit, eh bien voilà, en fait l'occasion, j'ai l'occasion d'exploiter cette vidéo aujourd'hui avec ce qui se passe avec les migrants. Voilà. Parce que ce qui était très intéressant, voyez-vous, c'est que, je sais pas, il devait y avoir aux alentours d'une 50 ou 60 résidents, un truc comme ça, dont beaucoup ont encore toute leur tête et tout, hein. Mais attendez, mais ils étaient ravis, hein. Ils étaient absolument ravis. Alors en plus, le monsieur était super rigolo, très empathique et tout, donc il en a même fait danser une, enfin, c'était juste génial, vraiment, quoi. C'était juste génial, hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut attendre que l'on soit dans un fauteuil roulant et dans une maison de retraite pour devenir suffisamment subtil et intelligent pour comprendre que quand on a besoin d'être regardé en tant qu'être humain, on va devenir beaucoup plus tolérant et beaucoup moins regardant. Il est là le problème aujourd'hui. Hein. Dans tous ces migrants là qui vont arriver, il y en a très probablement qui sont tout à fait prêts à aller faire des visites dans les maisons de retraite. Hein. Ils demandent que ça. Hein. Ils vont tailler la bavette avec des petits vieux, et puis ça va leur remonter les bretelles, comme moi ça me les a remontées à une époque de ma vie. Pourquoi pas? Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je les coach sans aucun problème. Hein. Non mais voilà, voilà.
Hein, si ça c'est pas du recyclage de intouchable, la chorale, si ça c'est pas du recyclage culturel, j'aimerais bien qu'on m'explique. Hein. Trop forte Françoise. Hein. Alors là franchement, hein, je suis trop fière de moi. Hein.